Je vais vous faire effectivement un récapitulatif sur les recherches cliniques. J'ai rajouté cet adjectif sur la leishmaniose cutanée en Guyane et quelques perspectives. Je ne vous parlerai pas de la recherche purement fondamentale qui est aussi faite par notre équipe, ni de nos collaborations en dehors de la Guyane. Alors tout d'abord, ce qu'il faut dire concernant la leishmaniose en Guyane, c'est qu'on a une épidémiologie qui est très particulière, qu'on avait montré par cette étude en 2017-2018. Dans la plupart des pays d'Amérique du Sud, si vous demandez aux gens qui est atteint par la leishmaniose cutanée, globalement c'est une maladie qui va toucher les agriculteurs, les gens qui vivent à la campagne, les forestiers. Et la spécificité de l'épidémiologie guyanaise, c'est qu'on a une population qui est constituée pour près de la moitié des patients par les orpailleurs brésiliens qui opèrent de manière illégale dans l'arrière-pays. Et vous voyez par exemple que dans cette étude qui avait été faite sur un an, sur l'ensemble des patients diagnostiqués avec une leishmaniose en Guyane, on avait 40% d'orpailleurs, une population qui était majoritairement constituée par des hommes d'âge actif. Ce qui était intéressant également, c'est que plus de 10% de nos patients avaient des antécédents personnels de leishmaniose. C'est intéressant de le dire parce que ça traîne encore dans pas mal de livres que la leishmaniose serait immunisante. C'est vrai qu'il y a possiblement une petite immunité qui est apportée par l'infection, mais c'est une immunité qui est instable et qui probablement ne protège pas entre les différentes espèces de leishmaniose. Et donc on le voit bien avec des patients qui nous racontent souvent, lorsqu'ils ont une profession très exposée, qu'ils ont déjà fait une leishmaniose il y a 10 ans et ils en refont une 10 ans plus tard. Par ailleurs, on en reparlera après, l'espèce qui était de très loin la plus fréquente était Leishmania guyanensis, suivie par Leishmania brasiliensis, qui est typique de l'ensemble du plateau des Guyanes. Concernant l'occupation des patients et la manière dont ils s'étaient contaminés, ce qui est assez intéressant et typiquement guyanais, c'est que on voyait des patients globalement qui s'étaient contaminés soit dans l'intérieur des terres pour les orpailleurs au cours de leur activité professionnelle, ou bien des patients qui résidaient plutôt sur la zone côtière et qui s'étaient contaminés globalement pendant leur sentier ou leur carbet du week-end, avec donc un contexte épidémiologique très différent pour ces deux populations. 50% des patients vivaient en carbet, donc essentiellement des orpailleurs, mais aussi des patients amérindiens ou bushinengue de l'intérieur. Et donc on voit bien le lien qu'il y a entre ces habitations ouvertes et l'exposition aux piqûres de phlébotomes qui transmettent la leishmaniose. C'était donc des tendances épidémiologiques qu'on a voulu confirmer par des études plus importantes, et notamment celle-ci qui était menée sur une période de 5 ans. Vous me pardonnerez, je n'ai pas traduit les diapos depuis. Et donc sur la période 2017-2021, comme vous le voyez, on avait confirmé au total 887 cas de leishmaniose sur le territoire, avec une incidence moyenne de 3 pour 10 000 habitants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des grosses variations en fonction des années, notamment pour des raisons climatiques. Globalement, la moyenne, on est autour de 200 cas par an, mais avec des grosses variations annuelles. Donc la meilleure année, si j'ose dire, était 2020, où on avait eu plus de 400 cas. Et certaines années où on descendait autour d'une cinquantaine de cas, comme en 2019. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un dogme qui disait autrefois que les années les plus sèches étaient associées à une incidence plus élevée de la leishmaniose. En fait, quand on regarde ce que je viens de vous donner avec les différentes incidences et qu'on compare avec la pluviométrie de ces années, on se rend compte que ce n'est pas le cas. On avait par exemple 2019, une année qui était exceptionnellement sèche et elle était associée à une incidence très faible de la leishmaniose. Donc c'est des facteurs climatiques qui vont avoir une répercussion sur les populations de phlébotomes et donc sur l'incidence de la leishmaniose, mais qu'on comprend encore relativement mal. Et certainement, il faut avoir une bonne séquence avec une bonne saison sèche suivie d'une bonne saison humide pour avoir une incidence importante de la leishmaniose. Et chaque fois qu'on a des facteurs climatiques qui vont venir perturber l'une ou l'autre de ces saisons, on va avoir une incidence qui est plus faible que les autres années. Donc sur le plan épidémiologique, cette étude sur 5 ans, ça confirmait ce que je vous montrais tout à l'heure sur l'étude préliminaire sur 1 an, puisque plus de la moitié des patients étaient constitués par des patients brésiliens, donc leur profession n'était pas toujours déclarée puisqu'elle est illégale lorsqu'il s'agit des orpailleurs, mais pour la plupart d'entre eux, on peut présumer que c'était effectivement des orpailleurs. Et ce qui était intéressant également, c'est que jusque dans les années 2000, l'une des régions de Guyane où l'incidence était la plus élevée, c'était vraiment le centre de la Guyane, notamment autour de Saül et des sites d'orpaillage qui sont plutôt au centre. Là, on a vu quand même que la zone la plus atteinte était plutôt la région du Maroni, autour de Maripasoula. Et donc finalement, ça suit un peu le déplacement de l'activité d'orpaillage qui a un peu diminué dans le centre pour augmenter dans l'ouest de la Guyane.
Globalement, quand on regardait les espèces de leishmaniose qui étaient identifiées en Guyane, donc Leishmania guyanensis, qui est l'espèce typique du plateau des Guyanes, a resté très largement majoritaire. On a quand même la présence de Leishmania brasiliensis, qui est décrite depuis les années 2000, qui existait sans doute déjà avant en Guyane, mais on n'avait pas les méthodes de biologie moléculaire pour la trouver. Et puis quelques espèces un peu plus rares, comme Amazonensis, Lensoni ou Naifi, dont j'aurai l'occasion de vous reparler. Ce qui était intéressant aussi, c'est que je vous parlais tout à l'heure des variations climatiques qui influaient sur l'incidence de la leishmaniose. Et parmi les espèces, ce que l'on remarque, c'est que l'espèce qui était vraiment impactée par les variations climatiques, avec vraiment des variations annuelles, c'était plutôt Leishmania guyanensis. Et finalement, le nombre de cas de Leishmania brasiliensis, en valeur absolue, était assez constant d'une année sur l'autre. Et donc, voilà, probablement une espèce moins influencée par ce genre de facteurs annuels. Un point thérapeutique, donc j'aurai l'occasion d'en reparler, notre première molécule en Guyane, c'est la pentamidine, ce qui est d'ailleurs assez spécifique aussi par rapport à d'autres pays. Donc c'est notre molécule principale. Lorsqu'on regardait les échecs thérapeutiques pour Leishmania guyanensis, qui est l'espèce sensible à ce traitement, ça restait globalement assez faible, autour de 5% d'échecs thérapeutiques. Et donc ces patients nécessitaient un traitement historiquement par glucantime et depuis 2018 par amphotéricine B, puisqu'on n'utilise quasiment plus le glucantime. On va en reparler par la suite. Donc là, je vous ai parlé un petit peu de Leishmania guyanensis, notre espèce principale, de Leishmania brasiliensis, qui est notre deuxième espèce. On a aussi des espèces plus rares, comme Leishmania lensoni et Naifi. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des espèces qui existent probablement en Amérique du Sud, mais dans beaucoup de pays qui n'ont pas les techniques de biologie moléculaire pour les décrire. En Guyane, on a la chance d'avoir les capacités de laboratoire pour décrire ces espèces. Et donc, on avait cherché à établir des corrélations entre la manifestation clinique et l'identification de Leishmania lensoni et Naifi chez nos patients guyanais. On avait donc identifié 5 patients à Leishmania Naifi lorsqu'on reprenait l'ensemble de nos bases de données leishmaniose, donc jusqu'à 2007 si je ne disais pas de bêtises. Donc 5 patients avec Naifi, c'est la plus grosse cohorte au monde, donc c'est pour vous dire que c'est quand même une espèce assez rare, en tout cas rarement identifiée. Ce qui était très intéressant, donc on est sur une petite population certes, mais c'était quand même 5 patients qui étaient tous des hommes, qui étaient tous contaminés sur la côte. C'était d'ailleurs tous des patients métropolitains relativement aisés, on va dire, donc on n'était pas du tout dans la population de l'orpailleur brésilien, qui présentaient tous des leishmanioses assez bénignes, avec à chaque fois une lésion unique. Et ces patients, soit ils guérissaient après une injection de pentamidine, voire même 3 d'entre eux guérissaient sans aucun traitement. Donc c'était intéressant de décrire cette leishmaniose finalement bénigne et associée à un profil un peu bobo, on va dire, par rapport aux autres leishmanioses de Guyane. A contrario, Leishmania lensoni, on avait 25 patients avec un sexe ratio assez équilibré. Là, une épidémiologie beaucoup plus proche de celle de Leishmania guyanensis, puisque beaucoup d'orpailleurs. Quand même 20% de cas pédiatriques, ce qui est assez inhabituel en Guyane, et on n'a pas beaucoup d'explications d'ailleurs. Et une leishmaniose qui était quand même un peu plus rebelle, puisque la moitié des patients résistaient à la pentamidine et nécessitaient un traitement en général par amphotéricine B. Alors, je vous ai beaucoup parlé des différentes espèces qu'on retrouvait. Pour arriver à différencier ces espèces, il est nécessaire d'avoir des tests diagnostiques précis et notamment une PCR qui soit adaptée. Pendant longtemps en Guyane, on faisait le diagnostic avec le frottis et l'examen parasitologique direct. On avait depuis 2007 des PCR sur biopsie. Le problème, c'est que la biopsie cutanée, c'est quand même un acte qui est facile à faire pour les dermatologues, mais qui est quand même plus compliqué pour nos collègues généralistes ou pour les infirmiers libéraux. Et donc, pour les leishmanioses qui surviennent dans les communes de l'intérieur et qui sont pris en charge par les CDPS, c'est quelque chose qui était quand même assez complexe comme test diagnostique, notamment à Maripasoula par exemple, où on peut avoir 10 suspicions de leishmaniose par jour à la saison des pluies. Donc c'est la raison pour laquelle on avait mené cette étude sur 1 an qui visait à comparer la sensibilité de la PCR sur biopsie, qui était notre gold standard, avec la PCR sur écouvillon coton, comme cela avait été testé dans quelques-uns d'autres pays d'Amérique du Sud. On l'a fait donc pendant 1 an en parallèle, avec au total 160 cas patients qui étaient inclus, donc 89 dans les CDPS et les autres dans le service de dermato à l'hôpital de Cayenne. Et quand on regardait les sensibilités, ce qui était intéressant, c'est que finalement la PCR sur écouvillon était encore plus sensible que la PCR sur biopsie, avec une sensibilité d'environ 95% contre 90% pour la PCR sur biopsie.
Et c'était intéressant de voir par ailleurs que 50% des biopsies qui venaient de dispensaires étaient contaminées. Donc leur interprétation était impossible parce que la culture était envahie par des champignons ou des bactéries. Et donc ça montrait que c'était un examen qui n'était pas très rentable pour les dispensaires. Et c'est la raison pour laquelle on ne fait plus de biopsie en dispensaire, sauf quand nous on se déplace en mission de dermato. Et ça a permis que le diagnostic soit désormais basé sur un écouvillonnage qui est quand même un test beaucoup plus facile à réaliser, y compris par des infirmiers ou des personnels peu entraînés. Concernant la thérapeutique, je vous disais tout à l'heure que le glucantime était l'un de nos traitements historiques en cas d'échec du pentacarina, mais qu'on l'avait remplacé par l'ambisome. Et donc c'était suite à cette étude qu'on a menée en 2019. Donc, dans Leishmania guyanensis, c'est une espèce qui est généralement sensible au pentacarina, mais comme je vous le disais, on a entre 5 et 10% de souches résistantes. Et Leishmania brasiliensis, quant à elle, est par nature résistante à la pentamidine. Donc historiquement, on utilisait le glucantime d'emblée pour brasiliensis, en seconde ligne pour guyanensis. Et à partir de 2017-2018, on a commencé à utiliser l'amphotericine B liposomale. Et notre objectif était donc de faire une étude historique comparative de ces deux traitements pour voir lequel était le plus intéressant en termes d'efficacité et de tolérance. Donc voilà, donc cette étude incluait 16 patients traités par ambisome et 22 patients traités par glucantime. Encore une fois, quand on est sur de la maladie tropicale négligée, ça paraît pas énorme comme chiffre, mais il n'y a pas beaucoup de services en Amérique du Sud qui utilisent l'amphotericine B liposomale dans la leishmaniose, donc c'est quand même des chiffres assez intéressants. En termes d'effets secondaires, ce qu'on observait, c'est qu'il y avait peu d'effets secondaires graves, quel que soit le médicament utilisé, mais les effets secondaires bénins dans le glucantime étaient beaucoup plus fréquents. Et c'était très fréquent en général qu'on soit obligé d'arrêter le glucantime à J14 parce que les patients avaient des arthralgies ou des myalgies fébriles, ou bien une élévation des enzymes pancréatiques ou hépatiques. En termes d'efficacité, il n'y avait pas de différence significative. Globalement, 75% de succès avec l'amphotericine B, 75% d'efficacité avec le glucantime, et des effets secondaires modérés qui étaient beaucoup plus fréquents avec le glucantime. C'est la raison pour laquelle nous n'utilisons quasiment plus cette molécule et que nous l'avons remplacée par l'ambisome. Par ailleurs, le glucantime était utilisé en hospitalisation sur une durée jusqu'à 3 semaines, ce qui finalement pour le patient était très inconfortable. Et quand on regarde le coût global pour la société, c'était beaucoup plus cher, bien que stricto sensu, la molécule de glucantime soit moins chère que l'ambisome. Donc, toujours sur la thérapeutique, je vous parlais tout à l'heure de la pentamidine comme notre traitement de référence pour Leishmania guyanensis. Il y a pas mal de données pour cette molécule chez les adultes. Il y en a finalement très peu dans la littérature chez les enfants. Et on a donc cherché à montrer, parce que ça peut aider nos collègues d'Amérique du Sud, l'efficacité et la tolérance de la pentamidine dans la population pédiatrique de Guyane, puisqu'en fait c'est quelque chose qu'on fait très fréquemment avec nos collègues de pédiatrie. Donc là, vous avez un peu un aréopage de toutes les présentations pédiatriques qu'on avait pu avoir. Globalement, on a repris tous les cas chez les enfants observés sur une période de 10 ans en Guyane. Les enfants sont traités donc, par la pentamidine avec deux protocoles un peu différents. Globalement, selon la taille, l'âge de l'enfant et la quantité de muscles qu'il a, on va faire plus ou moins de l'intraveineux ou plus ou moins de l'intramusculaire s'il a suffisamment de muscles pour qu'on lui fasse de l'intramusculaire. Donc entre 2010 et 2020, 105 patients étaient inclus. Et donc vous voyez que, bon, à la fois c'est pas mal, 105 patients, mais ça représente quand même pas la moitié du nombre de cas adultes qu'on observe sur une année. Donc déjà, premier enseignement de la leishmaniose pédiatrique en Guyane, il y en a, mais on en a quand même beaucoup moins que les pays d'Amérique du Sud qui ont un niveau de développement plus faible. Leishmania guyanensis était quand même l'espèce de très loin la plus fréquente. La clinique était globalement similaire à ce que l'on observait chez les adultes. Et il y avait des cas familiaux chez près d'un enfant sur deux. Donc souvent, l'enfant va venir en consultation et un de ses parents a aussi la leishmaniose ou un des membres de la fratrie. Globalement, sur l'épidémiologie, ce qui était intéressant, c'est que je vous disais tout à l'heure que chez les adultes, on avait la moitié de patients qui étaient d'origine brésilienne du fait de leur paillage. Eh bien, c'est une tendance qu'on n'observe pas chez les enfants. Parce que finalement, il y a une représentation communautaire assez équilibrée avec à peu près 20% de métro, de créoles, de brésiliens, de bushinengue et d'amérindiens. Ce qui est logique puisque les orpailleurs n'emmènent pas leurs enfants sur les camps d'orpaillage en général. Et donc, c'est plus proportionnellement des enfants dans des communautés autochtones qui accompagnent leurs parents pour faire de l'agriculture traditionnelle ou bien des enfants qui vivent sur la côte avec des parents qui vivent à la campagne. Et donc, ça reflète un peu, à mes yeux, ce que serait l'épidémiologie de la leishmaniose en Guyane si l'orpaillage n'existait plus.
Pour le reste, en termes de timing et de localisation des contaminations, c'était assez similaire à ce qu'on a chez les adultes. Et en termes d'efficacité de la pentamidine, on avait une efficacité proche de 70% après une cure. Assez souvent, lorsqu'on avait une efficacité partielle après une cure, on en réalisait une deuxième. Et en cas de 2 cures de pentamidine, l'efficacité était supérieure à 90%. Donc extrêmement satisfaisante. Et il y avait finalement que quelques enfants qui avaient besoin d'un traitement par amphotéricine B. Il y avait extrêmement peu d'effets secondaires. En fait, c'est même mieux toléré que chez l'adulte quand on le fait chez l'enfant. Et il y a eu quelques bon, les complications qu'on a classiquement après la perfusion de type malaise vagal, céphalée, etc. Quelques élévations de CPK, mais rien qui nécessite une interruption de traitement. Pardon, je te laisse pour le... Voilà pour les enfants. Alors là, on change complètement de décor pour vous montrer cette étude que l'on avait réalisée en 2020. Je vous disais tout à l'heure que c'était une année pendant laquelle on avait eu énormément de cas avec plus de 400 patients. Parmi eux, il y avait un nombre important de patients militaires, puisqu'on avait observé cette épidémie sur le site du CFE, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est le centre d'entraînement en forêt équatoriale. Donc c'est le terrain à Regina sur lequel ont lieu les stages d'entraînement, notamment pour la Légion et pour le RIMA, mais pas seulement. Et en fait, au mois de mars, on a eu un signal épidémique avec d'abord une quinzaine de cas suspects qui petit à petit s'est élargi à une quarantaine de patients au total. Et donc vous voyez ici la courbe épidémique. Ce qui avait motivé une investigation sur place et une étude cas témoins. On n'avait pas réussi à trouver de facteurs de risque individuels expliquant pourquoi certains patients se contaminaient et pas d'autres. Néanmoins, le taux d'attaque dans l'un des 2 régiments qui faisaient les exercices à cette époque était significativement supérieur, ce qui montrait qu'il y avait probablement une discipline de protection qui n'était pas la même dans les 2 régiments. On avait aussi probablement des facteurs climatiques parce que cet entraînement survenait après une séquence avec une longue période très sèche, suivie d'une grosse période humide qui avait probablement permis une grosse activité des populations de phlébotomes. Et puis évidemment, l'impondérable, c'est que parmi les entraînements avait lieu un certain nombre d'exercices nocturnes avec des lumières dans des zones qui d'ailleurs étaient relativement proches d'endroits qui avaient été déforestés récemment. Ce qui est assez contre-intuitif puisque voilà, on pourrait penser qu'il n'y aurait pas de déforestation à proximité, mais en réalité il y a des activités de bûcheronnage clandestin qui sont réalisées pas si loin du site militaire et aussi certaines activités d'agriculture plus ou moins légales. Et donc à chaque fois que vous coupez des arbres, eh bien, ça ramène les phlébotomes près du sol et en contact avec l'homme et ça favorise les contaminations à proximité du site de déforestation. Alors suite à cette première coopération avec nos collègues militaires, on avait enchaîné sur une deuxième étude concernant la durée d'incubation de la leishmaniose. La durée d'incubation de la lèche, c'est quelque chose qui est très difficile à définir. Pourquoi? Parce que en général, les patients vivent en zone d'endémie, donc c'est difficile de savoir à partir de quand ils ont été exposés à la pathologie. Il n'y a d'ailleurs qu'une seule étude qui a été faite dans le monde là-dessus, c'est en Tunisie. Puisqu'en Tunisie, vous avez des focus de transmission de la leishmaniose qui sont quand même assez bien définis. Et donc, à l'époque, ils avaient pu montrer pendant combien de temps les patients incubaient avant de présenter des symptômes. Pour faire cette étude, on a donc utilisé la population des militaires qui présente de nombreux avantages, puisque c'est une population, notamment les stagiaires du CFE, qui normalement sont basés dans l'Hexagone, dans des zones non endémiques, et qui viennent donc en Guyane sur des périodes bien précises et sur un site qui est extrêmement exposé à la leishmaniose. Et en plus, ils ont un suivi prospectif par leur médecin militaire qui est excellent, donc c'est vraiment une population idéale. Donc on a fait cette étude rétrospective sur 20 ans en utilisant des méthodes de survie que je ne détaillerai pas, mais vous allez me croire sur parole. Et sur les 180 patients qui étaient inclus, donc uniquement sur le CFE, il y avait 180 cas de leishmaniose en 20 ans. Et sur quelques autres sites d'entraînement, essentiellement pour la période de novembre-janvier ou en mars-avril. Et donc nos méthodes de survie nous permettaient de calculer une période d'incubation moyenne de 25 jours. Pourquoi cette obsession sur la durée d'incubation? Parce que ça nous permet de comprendre à quel moment de l'année les patients vont se contaminer. En Guyane, l'essentiel des cas surviennent pendant la saison des pluies. On a des cas qui commencent à apparaître en novembre-décembre. On va en avoir pendant toute la saison des pluies. Et quand le temps commence à s'assécher et qu'on rentre dans le cœur de l'été, on n'a globalement pas de nouveaux cas. Il y avait un dogme qui disait jusqu'à maintenant que la durée d'incubation de la leishmaniose était 2 à 3 mois et que donc si les patients commençaient à avoir des symptômes en novembre-décembre, c'est parce qu'ils s'étaient contaminés à la fin de la saison sèche. Ce qui n'était pas très logique parce qu'on voyait bien les stagiaires de Saint-Cyr qui débarquaient en Guyane et qui 2 semaines plus tard avaient une leishmaniose alors qu'ils débarquaient en pleine saison des pluies.
Ça, c'était empirique. Et donc là, ce qu'on a montré, c'est que la durée d'incubation était de 25 jours, beaucoup plus courte que ce qui était décrit auparavant. Et donc la conclusion, c'est si les cas surviennent pendant la saison des pluies, c'est bien parce que les patients se contaminent pendant la saison des pluies, tout simplement. Voilà, et je vais conclure avec quelques perspectives sur nos travaux de recherche que nous allons mener. Notre objectif, je vous parlais tout à l'heure de la pentamidine et des autres traitements, c'est quand même d'essayer d'arriver à 0 sur notre taux d'échec en première ligne, ou tout du moins de diminuer le temps avant la guérison du patient et d'améliorer la définition de la guérison du patient. Là, par exemple, vous avez le cas d'une dame qui était cuisinière sur un camp d'orpaillage et qui, à ce stade, était considérée comme guérie. Et en fait, pour elle, la cicatrisation était catastrophique, donc elle avait du mal à comprendre qu'on la considère comme guérie. Pour nous, effectivement, il n'y a plus de leishmaniose vivante, la peau est refermée, donc affaire classée. Mais il y a de plus en plus d'études qui montrent que parmi les critères de succès thérapeutique, il faut inclure également la qualité de la cicatrisation. On sait, notamment quand il y a des lésions sur le visage, que ça peut avoir un impact psychosocial très important pour les patients. Et il est probable que plus on arrive à guérir le patient vite, plus la qualité de la cicatrisation sera bonne. Or, on a des traitements qui sont assez efficaces, mais qui prennent quand même beaucoup de temps pour agir. Donc notamment, l'une des perspectives qu'on a, c'est de tenter un essai clinique dans lequel on combinerait la pentamidine avec de la cryothérapie sans les lésions pour réduire le temps avant guérison et donc la cicatrisation. Et on travaille également avec des partenaires pour essayer une vaccinothérapie qui a déjà été testée dans le chien, mais qui mériterait d'être testée chez l'homme. Globalement, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est les différents facteurs de risque d'échec. Là, je vous ai beaucoup parlé des différentes espèces, je vous ai parlé de la molécule utilisée. Je ne vous ai pas parlé des facteurs de réponse immune de l'hôte, mais c'est quelque chose dont on sait que l'importance est cruciale. Et donc, on est en train d'essayer d'analyser tous ces facteurs concomitamment dans une grande cohorte prospective, dans laquelle on peut analyser de manière multivariée le parasite impliqué, son espèce, sa souche, les caractéristiques cliniques, la réponse immune qu'on observe au niveau anapathe, mais aussi au niveau sanguin avec les interleukines, la pharmacocinétique des médicaments, et mettre tous ces facteurs en commun pour comprendre quels sont les facteurs de risque exacts de l'échec thérapeutique. Je vous remercie et je vous invite à notre congrès de dermato-tropical qui aura lieu du 11 au 14 mars à Cayenne.